Eh bien, c'est parfait. On accueille nos derniers participants. Merci à vous d'être aussi nombreux dans cette salle quasi pleine pour cette table ronde donc intitulée Supply Chain, quand la circularité réinvente les modèles. Nous sommes là pendant 1 heure pour débattre de savoir donc les changements de société qu'implique évidemment la création de boucles d'économie circulaire. Comment est-ce que cela influe sur les modes de production, sur les modes de consommation évidemment, mais également sur l'approvisionnement et sur la logistique. 4 intervenants aujourd'hui pour en parler et répondre donc à ces questions. Je vous les présente tout de suite. Il s'agit de Thomas Gau. Bonjour. Vous êtes Bonjour. associé chez Ernst Young, spécialiste de la supply chain durable. Donc Ernst Young, vous connaissez très certainement, cabinet de conseil et d'audit. Merci à vous d'être là. Anaïs Leblanc, qui est directrice de Sitwell, donc cabinet de conseil en management spécialiste de la supply chain. Bonjour et merci à vous également d'être sur cette estrade avec nous aujourd'hui. Xavier Pierre, responsable transport et environnement, également en charge de la prévention de la sécurité au travail chez Lidl France. Lidl, enseigne de grande distribution que vous connaissez très certainement tous et toutes. Bonjour. Et enfin, Alexandre Schuller, qui est directeur général de Pure, qui est une société donc développeur de projets dits NBS, NBS pour Nature Based Solution, ou évidemment en français vous aurez traduit par vous-même, solutions basées sur la nature. Et puis enfin, quelques mots me concernant. Donc David Hacher, directeur de publication d'Actu Environnement, titre de presse spécialisé notamment sur l'économie circulaire, mais plus largement sur les thématiques environnementales, comme vous l'avez compris. Et c'est donc avec un grand plaisir que j'anime cette table ronde, comme je vous le disais, pour répondre à ces questions. Et puis, sachez, je vous dis tout de suite, qu'en fin des échanges qui auront lieu sur cette estrade, vous aurez évidemment la possibilité de prendre la parole, de poser vos questions. Mais tout de suite, pour commencer les débats, pour planter quelque part le décor de cette table ronde, sans évidemment vous faire un cours magistral sur l'économie circulaire, j'imagine que nombre d'entre vous connaissent déjà bien le concept. Permettez-moi néanmoins de lire la définition, très succincte, je vous rassure, qui est affichée sur le site de l'Institut national de l'économie circulaire, on va dire évidemment une institution qui sait de quoi elle parle quand on parle d'économie circulaire, et puis d'ailleurs qui est repris dans les grandes lignes sur le site du ministère de la Transition écologique. Donc a priori une définition qui fait assez consensus. L'économie circulaire consiste à produire des biens et des services de manière durable en limitant la consommation et le gaspillage des ressources et la production des déchets. Ce modèle repose sur la création de boucles de valeur positives à chaque utilisation ou réutilisation de la matière ou du produit avant sa destruction finale. Il met notamment l'accès sur de nouveaux modes de conception, production et consommation, le prolongement de la durée d'usage des produits, l'usage plutôt que la possession du bien, la réutilisation et le recyclage des composants. Alors voilà une définition plutôt bien posée, effectivement, de l'économie circulaire. Quel rapport avec la supply chain ? Thomas Gau, est-ce que vous pouvez nous donner quelques éclaircissements ? Peut-être préciser certains aspects de l'économie circulaire, si toutefois, effectivement, cette définition vous semble incomplète, et puis faire le lien, ou les liens, qui peut exister avec la question de l'approvisionnement et de la logistique. Merci beaucoup, David. Non, je n'ai pas l'ambition de reposer une définition, mais c'est vrai que peut-être pour simplifier les choses, je voudrais me concentrer sur donc 2 aspects de ce modèle donc zéro déchet, comme vous l'avez expliqué, qui est donc soit le réemploi d'un certain nombre de composants qui ont été utilisés une première fois, soit la seconde vie et donc finalement un peu la vente de produits qui ont déjà été utilisés sous forme de seconde main ou occasion. C'est quelque chose du reste, si on veut parler concrètement et donner des exemples qu'on connaît depuis assez longtemps, dans la mode et le textile. Les friperies existent depuis longtemps, les vendeurs de voitures d'occasion. Ce qui est plus nouveau en revanche, me semble-t-il, mais je laisserai mes camarades de table ronde compléter, c'est le réemploi. C'est quelque chose d'assez nouveau. Juste permettez-moi, parler un tout petit peu plus près du micro, et voilà, j'inviterai tous les intervenants à faire de même. Merci. Ok, bon, vous avez compris, hein, il faut. Le réemploi, c'est quelque chose d'un petit peu plus nouveau, et on voit que ça se met en place d'ailleurs de manière pas toujours si simple. Pour revenir à l'exemple de la mode et du textile, un jean, par exemple, on dit peut être réutilisé à hauteur de 15%. Donc on reprend 15% des fibres pour les recycler et recréer un jean. On ne peut pas l'utiliser en totalité. Pour répondre à votre question, ah oui, si je voulais quand même repréciser une chose qui me semblait importante que j'ai lue, c'est que la Fondation Ellen MacArthur évalue à 25% le levier circularité dans les enjeux de décarbonation. Donc si on veut atteindre nos objectifs,
il faudra compter sur la circularité et donc mettre en place ces fameuses boucles que vous mentionniez tout à l'heure. La Fondation Ellen MacArthur, c'est clair pour tout le monde. Tout le monde connaît à peu près. Peut-être 2 mots quand même, juste pour redire éventuellement s'il y en a qui ne connaissent pas. Allez-y, parce que... On va dire que c'est les maîtres à penser en matière d'économie circulaire. On peut résumer ça comme ça. On peut résumer ça comme ça. Ben voilà. Effectivement. Alors pourquoi est-ce que ça impacte les modèles? Parce que passer du linéaire, c'est-à-dire ce modèle qui consiste à extraire de la matière, à fabriquer, à vendre et ensuite à jeter, à un modèle qui est circulaire, eh bien ça impacte finalement toutes les étapes de ce modèle. Ça impacte en premier lieu les lieux où on va sourcer la matière, les lieux où on va fabriquer, évidemment, mais aussi les flux logistiques, les circuits, notamment les circuits de distribution, et les modèles d'affaires. Et donc, concrètement, pourquoi est-ce que cela impacte les modèles? C'est qu'il va falloir inventer un nouveau circuit pour collecter ce qui a été usagé, ce qui dans le modèle linéaire n'existe pas. Il va ensuite, quand on est dans le réemploi, mais aussi dans la seconde main, prévoir une étape de réparation, qui jusque très récemment n'existait pas. Ensuite, il va falloir réinjecter dans le circuit soit les nouveaux produits réemployés, soit la seconde main. Et de la même façon, il faudra inventer un nouveau circuit de distribution. Donc, à tous les niveaux, finalement, la supply au sens large, donc pas seulement la logistique et le transport, mais plus généralement la façon dont on conçoit et on produit, est impactée. Je voudrais juste donner un exemple pour illustrer mon propos. Un fabricant automobile a créé, il y a quelques années, une joint venture pour aller collecter auprès des CAS, donc des démolisseurs, des pièces détachées sur des véhicules accidentés. Donc il a fallu mettre en place, avec cette joint venture, un système de collecte, identifier les bonnes pièces, les réparer, les tester. Il a fallu ensuite les réinjecter dans le réseau de garagistes. Mais au final, et ça, évidemment ça n'a pas été si simple, on aura l'occasion d'en parler, il va pouvoir offrir à ses clients des rétroviseurs non plus à 900 €, inaccessibles pour beaucoup de consommateurs, mais à des prix beaucoup plus abordables. Donc effectivement, on voit bien que le fait de sortir une économie linéaire, dont on produit, on extrait, on produit, on utilise et on jette, effectivement, lorsqu'on essaie de boucler une boucle, forcément, ça impacte sur la logistique, l'approvisionnement. Effectivement, l'économie circulaire qui implique de réinventer les modèles. Xavier Pierre, avec vous tout de suite, donc je le disais, vous représentez le groupe Lidl France, donc enseigne de grande distribution. Pour qu'on concrétise un petit peu, qu'on apporte des exemples pragmatiques effectivement aux propos de Thomas Gau, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de ce qui est fait au sein de votre enseigne de grande distribution? Oui, évidemment. Donc moi, je vais vous parler surtout de ma partie qui me concerne, à savoir la partie transport et la revalorisation des déchets. On a déjà, chez nous, un adage, c'est de dire que le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Malheureusement, notre activité nous amène à produire des déchets, même si notre objectif, c'est bien évidemment de les réduire. Mais une fois qu'il est là, c'est effectivement après d'aller le revaloriser. Au niveau du transport, on a depuis nous des nombreuses années mis en place ce qu'on appelle la reverse logistique, c'est-à-dire que tous nos supermarchés, à savoir nos 1580 supermarchés qui sont approvisionnés depuis nos 25 plateformes logistiques, renvoient vers ces plateformes logistiques l'ensemble des emballages, l'ensemble des déchets qui sont produits par le supermarché. Plusieurs avantages à ça. Ça permet déjà d'avoir aucun véhicule qui circule à vide lorsqu'il revient sur nos plateformes logistiques. Ça permet également de limiter le nombre de véhicules qui viennent dans les centres-villes, parce que nos supermarchés sont essentiellement en centre-ville. Donc tous les véhicules de collecte qui venaient précédemment venir chercher le carton, le biodéchet, etc., n'a plus de nécessité de devoir venir sur nos points de vente. Et donc l'ensemble de ces déchets sont massifiés sur nos plateformes logistiques dans notre cellule recyclage pour ensuite être réutilisés ou revalorisés en fonction des usages. À titre d'exemple, sur nos biodéchets, on essaie de travailler avec des méthaniseurs et d'aller après approvisionner nos véhicules qui roulent au gaz sur des points de distribution issus de cette méthanisation de nos déchets. On produit les déchets, on les collecte, on les envoie vers les méthaniseurs, c'est réinjecté dans le réseau, on vient avec nos véhicules faire le plein pour pouvoir après aller livrer nos supermarchés. Juste pour qu'on ait un ordre de grandeur au niveau du déploiement effectivement de ces véhicules à biogaz, ça représente combien de véhicules sur votre flotte totale
Aujourd'hui, on a à peu près 150 véhicules gaz sur 600 véhicules qui roulent tous les jours. Donc c'est plus anecdotique, effectivement. Non, voilà, on a notre mix énergétique, on fait une petite parenthèse, c'est pas forcément faire que du gaz, parce qu'on a aussi de l'électrique et d'autres énergies pour décarboner notre transport. Ce qui est intéressant effectivement dans la reverse logistique, c'est qu'on voit effectivement un exemple concret de ce que nous disait Thomas Gau sur le levier de décarbonation, puisque finalement des camions en moins qui repartent à vide, c'est effectivement moins de carburant consommé, etc. Donc on est vraiment effectivement dans l'illustration concrète de ce que vous disiez. Alors du coup, toutes ces matières qui sont sur les centres logistiques, qu'est-ce qu'on en fait? Bon, il y a effectivement les biodéchets, on en fait de la méthanisation, et le reste? Alors après, on a le carton aujourd'hui qui est revalorisé, on travaille directement avec des papeteries. On réutilise aussi ce même carton pour reconstituer nos emballages pour nos produits, également pour réaliser des ceintures autour des palettes qui sont refabriquées avec le carton qu'on a collecté depuis nos points de vente. On a la même démarche sur le pain. On arrive à aujourd'hui sur 25% de nos plateformes logistiques, on a réussi à trouver des filières pour revaloriser l'ensemble des déchets pain qu'on refait en farine animale et qui sont après du coup vendus par le biais d'un partenaire pour alimenter ces animaux. Et ensuite, forcément, grosse source de déchets, j'imagine également les plastiques. Est-ce qu'il y a un exutoire meilleur que l'incinération? On arrive aujourd'hui à revaloriser à peu près 80% de nos plastiques. Là, on est en train de travailler sur les derniers plastiques qu'on n'arrive pas à revaloriser. On a une partie qu'on réutilise pour refaire du mobilier. Par exemple, l'ensemble de nos mobiliers extérieurs, chaises, tables, qui équipent nos plateformes logistiques, et une partie qui équipe nos salles de repos en supermarché sont issues du plastique qui était en déchets depuis nos supermarchés. Et là, on travaille aussi pour de nouveau arriver à faire d'autres produits avec ce plastique. Alors, ce qui est bien, c'est que là, vous explicitez effectivement vraiment des boucles de l'économie circulaire qu'on visualise très bien avec les déchets. Là, maintenant, on peut les collecter, les réutiliser pour refaire effectivement des matériaux. Bon, on se pose quand même la question de la recyclabilité à l'infini. Néanmoins, qu'on est là pour parler effectivement, je reprends le titre de la table ronde, hein, quand la circularité réinvente les modèles, qu'est-ce que toute cette mise en place de circuits alternatifs à ce que vous aviez avant, qu'est-ce que ça a impliqué en matière de gouvernance, en matière d'organisation du travail? Déjà, ça implique en premier lieu d'avoir la volonté au niveau de l'ensemble des strates de l'entreprise de s'inscrire dans cette démarche. Et ensuite, ça implique de trouver des partenaires pour nous accompagner dans la revalorisation ou la création de nouvelles vies pour le déchet. Quand on parle de créer un banc ou une table, c'est pas nous, Lidl, qui allons forcément créer ce produit. Donc on a besoin effectivement d'avoir des partenaires, des entreprises partenaires qui nous accompagnent. Et c'est là un peu parfois la difficulté qu'on peut rencontrer, puisqu'il y a tout un écosystème parfois sur certaines matières à créer, puisqu'aujourd'hui il n'existe pas ou peu. Et en interne, comment est-ce que vous allez accompagner vos collaborateurs face à ces changements? Parce que la conduite du changement, c'est pas rien. Et a priori, quand on instille de l'économie circulaire, c'est pas forcément plus facile. Alors chez nous, la notion de trier, parce que ça démarre déjà par faire un tri le plus qualitatif possible, c'est quelque chose qui est ancré depuis des années dans l'entreprise. Dès lors qu'on intègre l'entreprise, il y a tout un parcours de formation, notamment sur ces sujets de tri qui est dispensé à l'ensemble des salariés, qu'on soit salariés dans les supermarchés, dans les sièges sociaux ou en plateforme logistique, pour pouvoir éduquer, j'allais dire éduquer, c'est pas le bon terme, mais en tout cas informer, parfois éduquer effectivement, parce que tout le monde n'a pas forcément cette sensibilité à trier les déchets pour que ceux-ci puissent être revalorisés dans les bonnes filières. C'est-à-dire accompagner les collaborateurs quand ils font les dates dans les rayons, quand ils mettent dans le bon bac, derrière effectivement sensibiliser toute la chaîne logistique, les conducteurs de camions, etc. C'est tout un concept déjà d'implantation des zones de tri dans les réserves des supermarchés, également dans les sas d'entrée des supermarchés pour les clients, parce qu'il y a aussi les clients qu'il faut
instruire sur comment trier et de leur donner aussi la possibilité de pouvoir le faire, parce que s'il n'y a pas de récipient pour les piles, ça reste compliqué de pouvoir les ramener, idem pour les ampoules et autres. Donc c'est tout un concept qui est développé à la fois avec les collègues de l'immobilier et mes services de l'environnement pour pouvoir proposer un outil simple, compréhensible pour à la fois les clients et nos personnels en interne. Et puis j'imagine que ça a été la même chose sur les centres qui massifient effectivement les matières, j'imagine des aménagements en termes de construction de bâtiments, de savoir-faire. Anaïs Leblanc, là on a un exemple concret effectivement de création de boucles d'économie circulaire à travers le prisme des déchets. Néanmoins on entend souvent parler, et c'est tant mieux que l'économie circulaire ça va au-delà de ça, mais alors dites-nous, autant là c'est assez aisé, pas facile à mettre en place, mais aisé à comprendre. Comment est-ce qu'on peut élargir le cercle pour sortir de ce focus finalement très vertical des déchets? C'est aisé à comprendre et c'est très encouragé par les lois déjà validées. La loi AGEC notamment. Anti-gaspillage, etc. Alors effectivement, nous, on se pose beaucoup de questions sur le circulaire et sur la supply chain circulaire. On a travaillé quand même pendant plus d'1 an avec François-Michel Lambert, le cofondateur de l'Institut national de l'économie circulaire, qui doit être quelque part dans la salle. Au premier rang, je crois. Et donc on est reparti. Je savais pas vu. Et donc Anaïs, on est reparti, vous parlez sur écoute. Et donc on est reparti carrément du travail qui a été fait en 2013 et que vous avez décrit tout à l'heure. Quand vous allez un tout petit peu plus loin sur ce qui s'est dit en 2013, la phrase d'après cite que l'objectif de l'économie circulaire, c'est de découpler la croissance de l'usage de la matière. Donc le but de l'économie circulaire et de la supply chain qui doit le soutenir, c'est bien ça, c'est de maximiser l'intensification d'usage de la matière. Et l'intensification d'usage de la matière n'est meilleure que quand on intensifie l'usage du bien manufacturé. Finalement, il y a différentes boucles, et il y a différents R, il y a le refuse, là, il y a le reuse, etc. On veut être le plus haut possible. Alors reuse, je pense que c'est clair pour tout le monde. Refuse. Refuse, c'est ne pas utiliser. Ah, le meilleur déchet est prévention. celui qu'on ne produit pas. C'est la même chose avec un bien manufacturé. Si vous avez besoin non pas de 40 nouvelles pièces d'habillement par an, mais 12, c'est mieux. Vous les portez plus longtemps en plus, donc vous faites du reuse. Donc quelque part, en plus, 80 à 90% de l'empreinte matière et 75-80% de l'empreinte carbone est liée à la production. Donc vraiment, l'objectif, c'est de changer le modèle en produisant des produits qui durent plus longtemps et en les faisant tourner, en maximisant l'usage. François Michel parle souvent des Vélib ou des vélos en libre service qui tournent jusqu'à 19 fois par jour. Moi j'ai un beau vélo, il tourne une demi-heure ou 40 minutes par jour et après, le reste du temps, il ne bouge pas. Donc l'intensification d'usage, elle passe aussi par la transformation des modèles et derrière la supply chain de Vélib a dû totalement s'adapter avec un rééquilibrage du réseau constant, avec des entretiens et des réparations beaucoup plus souvent, avec un volant de vélo qui leur permet de toujours faire face aux besoins à tout moment. C'est ça en fait qu'on va chercher, c'est l'intensification d'usage. Oui, c'est vrai qu'en plus, pour ceux qui sont parisiens, je pense qu'il y en a quelques-uns ici dans la salle, c'est vrai que l'exemple du Vélib, il est bien parce qu'on connaît tous effectivement ces camions qui récupèrent les vélos et vont les réapprovisionner dans les stations où il en manque. Tout à fait, tout à fait. Et donc, l'idéal de l'économie circulaire, je salue ce que vous faites sur la gestion des déchets, c'est hyper bien, il faut le faire, mais finalement, la gestion des déchets, c'est le dernier recours. L'idéal de l'économie circulaire, c'est quand Lidl prendra les produits de sa marque, qui pour certains en plus sont hyper robustes. Moi, je fais de la couture, tout le monde me parle de la machine à coudre Lidl. L'idéal, ce sera quand Lidl, au-delà de l'éco-conception pour qu'elle dure plus longtemps, permettra de le louer. C'est ce que fait Decathlon, je les salue aussi parce que je les vois dans la salle. Quand Decathlon travaille et se dit finalement, quand j'étudie le modèle, je vois que mes tentes, qui sont des produits techniques, qui sont des produits mélangés, qui sont extrêmement difficiles derrière à justement à revaloriser ou à retransformer en matière première, parce que c'est des produits mélangés, eh bien, quand je vois qu'en moyenne, elles sont utilisées maximum 5 jours par an, je me dis que si je veux travailler mon empreinte carbone et mon empreinte matière, il faut que cette tente, elle serve plus. Et donc, ils ont travaillé à un modèle de location avec des tentes qui reviennent, qui sont remises en état. Et là, ça pose toute une question de transformation totale d'un modèle, parce que vous parlez d'un grand distributeur qui, comme Lidl, est extrêmement bien fait pour partir du fournisseur et amener jusqu'à son client, en magasin ou chez lui, et qui tout à coup
doit savoir collecter, savoir vérifier, c'est un grand point, le diagnostic, savoir réorienter, savoir remettre en état et renvoyer le plus vite possible dans le système, parce que le plus la tente attend, moins elle sert. Donc de la même manière qu'un Vélib, une tente Décathlon, ou plein d'autres choses, j'espère bien, doivent se transformer. Vous êtes en train de nous dire que en fait, l'alpha et l'oméga de l'économie circulaire, c'est l'économie de la fonctionnalité. C'est le fait qu'effectivement on ne possède plus le bien et qu'on le mutualise. C'est la clé pour vous? L'alpha et l'oméga, c'est l'usage. Et donc l'usage voudrait effectivement de la mutualisation. C'est l'alpha et l'oméga, ça ne veut pas dire qu'il ne faut faire que ça. Mais on est bien d'accord que c'est ça l'objectif. Donc quand on ne parle que de déchets sur l'économie circulaire, on vient dire attention, c'est la base, il faut construire dessus. Et si c'est pour qu'une tente, on ne puisse pas la remettre, mais qu'on ne puisse pas non plus la recycler, ça ne va pas. Donc il faut toutes les boucles en même temps. Et donc on imagine bien que pour une entreprise, c'est quand même une vraie révolution. Alors j'ai bien conscience que ce n'est pas tout à fait le sujet, mais en même temps, je me permets quand même de vous relancer sur la question effectivement du désir du consommateur. Alors, on est plutôt supply chain, mais en même temps, si on prend la chose par le haut, c'est celui qui décide finalement s'il veut posséder un bien. Là, c'est un vrai changement de paradigme. Alors c'est un vrai changement de paradigme, mais c'est là aussi, alors on y travaille aussi justement avec François Michel, les pouvoirs publics ont leur rôle à jouer. On a un imaginaire à réinventer. Je veux dire, forcément, pour accepter de partager des choses, on parle de la voiture autonome. La voiture autonome, elle sera naturellement partagée. Enfin, elle pourrait être naturellement partagée, en tout cas. Et là-dessus, les pouvoirs publics ont aussi un rôle à jouer de sensibilisation et de faire envie sur ces sujets-là. On y reviendra, sur le cadre qui doit évoluer pour tout ça. Oui, puis on reviendra également sur les modèles économiques qui sont derrière, parce que la question n'est pas anodine. Effectivement, on peut essayer de réinventer les modèles, mais il faut leur trouver une viabilité économique, puisque des acteurs comme Lidl, mais pas seulement, tous autour de la table et puis plus largement dans la salle, j'imagine que vous n'imaginez pas la soutenabilité d'un système s'il n'est pas rentable. Alors pour élargir effectivement la boucle, je vais effectivement parler à Alexandre Schuller. Donc je disais de Pure. Donc je disais que vous étiez développeur de projets de solutions basées sur la nature. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Là, on va avec vous explorer la question de l'approvisionnement. Donc effectivement la manière dont on introduit effectivement la matière dans le système quelque part. Pour qu'on comprenne bien déjà votre activité, est-ce que vous pouvez nous la décrire? Oui, tout à fait. Alors effectivement, pour reprendre les propos de Thomas, nous, on est sur le lieu. On a parlé des déchets, on a parlé du transport. Nous, véritablement, c'est l'approvisionnement. Alors, Pure, en quelques mots, on est un développeur de projets. Notre mission, c'est de développer des projets qui visent à restaurer les écosystèmes à l'intérieur des chaînes d'approvisionnement des entreprises. Donc, en fait, on s'appuie aujourd'hui sur des techniques telles que l'agroforesterie, la reforestation, l'agriculture régénérative, ou encore la restauration des écosystèmes marins. Et donc, on travaille essentiellement avec des grandes entreprises qui ont un impact très important de par leur approvisionnement sur les territoires, et on les accompagne dans leur stratégie climat. Donc concrètement, pour rebondir sur ce qu'on disait, nous, on est vraiment dans la transition agroécologique de l'agriculture. Quand on connaît l'empreinte carbone, l'empreinte matière, effectivement, de l'alimentation, effectivement, on comprend que c'est important. Tout à fait. Le bilan carbone des entreprises issues du secteur agroalimentaire, 80 à 90% provient en fait de ces achats en amont, pré-transformation usine. Donc c'est effectivement un enjeu majeur. Alors est-ce que vous pouvez nous donner des exemples plus particulièrement de projets que vous avez développés, et puis je serais tenté de dire sur quelle filière spécifiquement, pour qu'on visualise bien un peu, comme tout à l'heure M. Pierre nous faisait partie, nous expliquait l'économie circulaire vue d'un distributeur d'une enseigne de grande distribution. Oui, tout à fait. Alors déjà, Pure, aujourd'hui, c'est à peu près 200 employés. On est répartis sur une quarantaine de projets à travers 20 pays dans le monde. Et on intervient aussi bien sur des grandes cultures céréalières en Europe que sur des cultures tropicales telles que le café ou le cacao. Un exemple concret d'un de nos projets, c'est notre partenariat avec Nespresso, qui a démarré en 2014 et pour qui nous avons planté à date un peu plus de 5 millions d'arbres en agroforesterie sur des parcelles caféières. On vise à en planter 12 millions d'ici à 2025. Et aujourd'hui, ils ont un approvisionnement régénératif de 60%. Et on vise à l'augmenter à hauteur de 97%, notamment grâce à la contribution de ce projet. Donc l'idée, c'est, si je vous comprends bien, c'est de faire plus que de compenser effectivement l'impact carbone, l'impact matière, mais effectivement d'être vraiment dans une boucle synergique qui permet de régénérer le milieu. Donc favorable à la biodiversité, favorable aussi à la productivité.
Tout à fait, c'est vraiment le but de l'agroforesterie, c'est de remettre l'arbre en milieu agricole. Donc il y a un certain nombre de bénéfices, on en a parlé donc, sur la biodiversité, sur l'eau, sur les sols, mais aussi effectivement dans la captation carbone. Nespresso, grâce au programme qu'on est en train de faire, on est en train de diviser par 3 l'empreinte carbone de la filière café, en tout cas des agriculteurs auprès de qui ils se sourcent. Mais alors, je posais tout à l'heure la question du modèle économique. Qu'est-ce qu'un acteur comme Nespresso, mais d'autres, parce que bon, c'est celui que vous avez évoqué, mais j'imagine que vous avez d'autres clients, qu'est-ce qu'ils ont à y gagner finalement, à part le fait de dire dans leur rapport RSE, vous avez vu, on a bien travaillé, on a réduit, etc. Ce qui est déjà pas mal, on s'entend, mais on a envie de dire, économiquement, est-ce qu'il y a une rentabilité à ces investissements ? Alors peut-être pour reprendre le sujet un peu plus global, aujourd'hui la majeure partie des rapports, et notamment celui de VVF de 2020 que je vais citer, décrit que le déclin de la nature va coûter 10 000 milliards de dollars si on ne fait rien d'ici à 2050. Et d'ailleurs, les instances comme le GIEC proposent justement les solutions fondées sur la nature, donc les activités que l'on mène, comme l'un des moyens majeurs de mitigation à hauteur de 30%. Donc on revient un petit peu sur les chiffres de Thomas aussi, ça s'entrecoupe, mais 25% la circularité, 30% la régénération des écosystèmes. Donc partant de ce constat, Nespresso, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit qu'il y a un vrai enjeu de résilience au niveau des cultures locales. Il y a énormément de rapports qui démontrent aussi que sur le café particulièrement, puisqu'on parle du café, il va y avoir une perte de rendement de l'ordre de 50% d'ici à 2050. Ça corrobore le rapport de VVF. Donc fondamentalement, Nespresso, s'ils font ce projet, c'est en premier lieu pour aller gagner en résilience sur leurs achats, se créer un approvisionnement durable, qualitatif, tout en effectivement réduisant cette empreinte de carbone à l'échelle de leur chaîne de valeur, puisque c'est effectivement clé, et on sait très bien qu'il y a de la taxonomie qui va arriver derrière. C'est intéressant parce que ça veut dire que traditionnellement, les entreprises et forcément les grands groupes cotés ont une tendance de chercher des retours sur investissement rapides. Là, on est effectivement sur les investissements de temps long. Et ça, c'est quelque chose qui percole, sans faire de mauvais jeu de mots avec le café, au sein des entreprises. Alors, oui, tout à fait, c'est un vrai sujet. Et effectivement, là, on rentre tout à fait dans le sujet de la durabilité. Parce qu'en fait, le préalable pour mener un projet comme on le fait, c'est d'abord de connaître, d'avoir une vraie traçabilité de sa chaîne d'approvisionnement. À minima au niveau de l'agrégat local, les coopératives, les agriculteurs, idéalement au niveau de l'exploitation de l'agriculteur. Donc déjà, au niveau de la traçabilité, vous êtes obligé de faire un effort très significatif là-dessus. La deuxième chose, c'est que lorsque vous menez ce type de projet, on est sur des temps très longs et des investissements qui sont effectivement coûteux. L'agriculture régénérative, la plupart des activités, il faut à minima 3 à 5 ans pour pouvoir mesurer les impacts. L'agroforesterie, on parle de 15 à 20 ans, puisqu'il faut le temps que l'arbre pousse au sein de la parcelle agricole. Donc ça suppose de revoir complètement la logique de partenariat entre le client et le fournisseur. On est dans l'obligation de se mettre dans une logique de partenariat long terme, et donc c'est un vrai changement de paradigme, ça contredit effectivement les logiques parfois un peu court-termistes que l'on voit entre un client et un fournisseur, et qui sont capables de s'arrêter sur une négociation de prix de quelques centimes d'euros à la fin de l'année. Thomas Gault, on parle de modèle économique. Selon vous, qui est donc, je le disais, spécialiste des questions de supply chain et notamment des questions économiques, qu'est-ce que ça implique effectivement de revoir à ce point les modèles économiques traditionnels tels qu'on les développe depuis maintenant des décennies, voire plus ? Je pense qu'on peut dire que ça implique d'accepter de se tromper. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de martingale. On voit bien que cette question de l'économie circulaire, elle est là dans le paysage, en tout cas pour ceux d'entre nous qui travaillons sur ces sujets de développement durable depuis plus de 15 ans. Et on entend toujours plus ou moins les mêmes success stories, et il n'y en a pas 35. Et on voit bien que, je donnerai quelques exemples tout à l'heure, finalement, il y a d'abord beaucoup d'échecs. Et alors je me suis posé la question, quand on a échangé pour préparer cette table ronde, pourquoi il y avait autant d'échecs. Et je pense qu'il y a effectivement beaucoup de challenges. J'en vois notamment 4. C'est que pour passer d'un modèle linéaire à un modèle circulaire, il faut quelque part aligner ou faire d'une pierre 4 coups. D'une part,
si on est sincère, il faut évidemment améliorer les impacts en termes d'environnement, évidemment social. Il faut maintenir ou améliorer l'attractivité pour le client. C'est le truc classique où on va, oui, c'est circulaire, bon, c'est moins bon, mais c'est circulaire. Alors bon, il ne faut quand même pas exagérer, il ne faut pas demander la Lune. Ça, on sait que ça ne marche pas, ou en tout cas, ce n'est pas durable. Il faut m'enlever les mots de la bouche. Troisièmement, il faut améliorer les conditions de ceux qui produisent. Là aussi, oui, dans l'usine, on a mis en place un bac pour le tri des déchets. Bon, il est à 250 mètres, mais il n'y avait pas d'autre choix. Là aussi, on sait que l'adhésion à cette nouvelle pratique ne fonctionnera pas, même si on explique que c'est mieux pour la nature, mieux pour le client, mieux pour l'actionnaire. Difficile, entre guillemets, d'avoir cet effort-là. Et puis enfin, il faut assurer la pérennité économique. Et on a bien vu que tous les projets que nous, on a pu accompagner nécessitent un gros investissement en général du donneur d'ordre pour trouver les fameux partenaires et pour avoir quelque chose qui fonctionne. Sans dévoiler trop de secrets, je crois qu'un de ceux, par exemple, qui loue des pneumatiques aujourd'hui plutôt que de les vendre, je crois que ça n'est pas toujours évident d'un point de vue en tout cas de la rentabilité. J'avais un exemple en tête, justement, de test, parce que je pense que c'est vraiment clé. Il faut plusieurs fois remettre le sujet sur le métier. Un fabricant de machines à affranchir avait depuis longtemps entrepris justement de mettre en place de la circularité en collectant... On a cité Decathlon, on a cité Nespresso, vous pouvez dire aussi de qui il s'agit. Hein. Quadient, ex-Neopost. Et donc, recycler un certain nombre de pièces et vendait ces nouvelles machines à affranchir contenant des pièces recyclées. Mais le retour client a été, c'est des pièces recyclées, donc c'est moins cher. Alors qu'eux, ils avaient des coûts supplémentaires pour de nouveau identifier, réparer et réintroduire. Et donc, ce modèle-là n'était à l'évidence pas pérenne, pas rentable. Et donc, il a fallu qu'ils évoluent vers un modèle de la fonctionnalité. Donc aujourd'hui, ils ne vendent plus des machines, ils offrent un service d'affranchissement. Et c'est probablement là, en tout cas, où ils s'en sortent bien mieux. Donc, voilà, j'insiste sur le fait que les impacts nécessitent de devoir remettre plusieurs fois les choses et de convaincre aussi l'écosystème. Xavier Pierre en parlait tout à l'heure. Il faut trouver des partenaires, il faut les convaincre. Je crois qu'un opérateur de télécom aussi qui entreprend de mettre en avant, enfin en tout cas qui fait de la circularité l'un des fers de lance de sa stratégie, doit mettre en place un réseau et doit convaincre énormément et investir beaucoup d'argent pour pouvoir récolter des téléphones et en faire un service qui hypothétiquement sera rentable un jour, mais qui, je pense, aujourd'hui ne satisfait pas non plus à tous les critères de rentabilité. Donc c'est vrai que cette économie de la fonctionnalité, c'est probablement un des sujets majeurs. Anaïs l'a dit tout à l'heure en point de mire, mais je pense que ça ne s'applique pas à tout. Comme pour un distributeur, j'imagine que le paquet de pâtes, on ne va pas pouvoir le louer, vu qu'à un moment il est mangé. Voilà, difficile. En revanche, il y a un travail à faire sur le packaging, il y a un travail à faire sur la conception. Éco-conception, ouais. Et donc plus globalement, et puis même l'attente, alors c'était peut-être pas le bon exemple, parce que vous disiez que l'attente, il y a beaucoup de matériaux mélangés, donc c'est pas facile, mais une fois qu'on a utilisé 19 fois le vélo, à un moment le vélo, il faut quand même le sortir. Et il y a probablement quand même un peu de récup à faire. Clairement. Et puis on a hérité, je crois, je ne sais plus, il y a un truc qui traîne sur LinkedIn là, sur les métaux. Je crois que le premier stock de métaux rares, c'est l'ensemble des téléphones usagés. Il va quand même falloir adresser cette problématique avant de... Bon, voilà. Donc économie de fonctionnalité très clairement, mais aussi tout un tas de sujets. Non, je crois qu'il y a, voilà, il faut se retrousser les manches parce que les projets ne s'inventent pas. Je pense même que, en tout cas pour des projets ambitieux type économie de fonctionnalité, il faut que ce soit vraiment quasiment une BU à part, parce que les modèles linéaires et les modèles circulaires s'opposent. Ils ne sont pas forcément miscibles les uns dans les autres. Exactement. Et quand on va aller voir le design et on va dire non mais la pièce là que tu as prévue comme ça et qui correspond à des coûts, qui correspond à un modèle économique pérenne, si on dit ah non maintenant il faut qu'elle tienne, ça désorganise. Et donc je crois que même si c'est peut-être une évidence aujourd'hui, il faut vraiment sortir complètement de la logique linéaire et très probablement dans les entreprises qui se lancent dans des projets de circularité un peu ambitieux, avoir une équipe dédiée qui va finalement faire sauter tous les verrous, aucun tabou,
Et je pense que c'est dans ces conditions-là qu'on pourra avoir un projet qui verra le jour et qui sera pérenne sur les 4 aspects que je mentionnais. Alors, je veux juste revenir sur un exemple que vous donniez des cartouches d'encre recyclées dans les machines à affranchir, qui font écho chez moi en tant qu'éditeur de presse au surcoût lié à l'utilisation de papier recyclé, puisqu'on imprime un peu de papier en tant qu'éditeur de presse. Et c'est vrai que c'est effarant de voir à quel point le papier qui est recyclé, dont on pourrait se dire a priori qu'il est moins cher parce qu'il vient de moins loin, etc. Pourtant, il est beaucoup plus cher, de l'ordre de entre 40 et 50%. Est-ce que ça veut dire, si on prend ces 2 exemples-là, mais on peut aussi raccorder avec l'économie de la fonctionnalité, est-ce que ça veut dire que le développement de boucles d'économie circulaire, ça coûte nécessairement plus cher pour le consommateur final ? Nécessairement plus cher, je pense qu'il y a des exemples, on les a donnés, où on va mieux utiliser un service et par conséquent, l'utilisation d'1 kilomètre de vélo va être au final moins chère parce que la bicyclette va être utilisée par davantage de consommateurs. Mais c'est vrai qu'il y a tout un tas de cas où ce ne sera pas le cas. Alors est-ce que c'est une fatalité? J'en sais rien. On a parlé des réglementations. Il y a ce vieux concept du prix écologique. Mais effectivement, on sait aujourd'hui qu'on ne paye pas toujours le prix réel qu'on devrait payer. Donc tout dépend. On n'inclut pas l'externalité négative environnementale. Mais oui, je pense qu'il y a des cas, en tout cas pour l'instant, à l'instant T, ça coûte effectivement plus cher et pour de bonnes raisons. Hein. Le prix de votre papier recyclé, il est plus cher pour de bonnes raisons. Il faut aller récupérer, il faut aller recycler, ça demande de l'énergie. De la main-d'œuvre. De la main-d'œuvre, exactement. Et puis aussi, il y a des effets d'échelle. C'est-à-dire que quand on a des lois ou quand il y a beaucoup plus d'utilisation, probablement que là, on a des capacités de production et on a des économies d'échelle qui vont permettre de réduire le coût de la ramette de papier recyclé. Aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Donc, il faut tous qu'on se mette au travail. Alors Anaïs Leblanc, vous avez travaillé, vous disiez tout à l'heure, avec François-Michel Lambert pour voir comment est-ce qu'on peut dépasser un petit peu toutes ces limites. Quelles sont vos préconisations pour qu'on aille au-delà en matière d'économie circulaire, notamment en ce qui concerne la supply chain? Oui, effectivement, on a écrit un plaidoyer pour que la supply chain circulaire soit comprise et soit prise en compte par les pouvoirs publics dans le déploiement des lois industrie verte et des appels et des vœux pieux à l'économie circulaire. Maintenant, je ne veux pas qu'on s'arrête aux mesures législatives, parce que les mesures législatives, se focaliser dessus, c'est un peu manquer la vision systémique globale dont on a besoin. Thomas a raison quand il parle du surcoût actuel. Enfin, vous avez raison quand vous parlez du surcoût actuel de certains papiers recyclés ou des choses comme ça, parce qu'effectivement, les économies d'échelle n'y sont pas, parce que en fait, les moyens industriels ne sont pas installés. Et en fait, la première chose, elle doit venir de là. C'est-à-dire que, je rappelle, l'économie circulaire, c'est le découplage de la croissance avec l'utilisation de la matière. Aujourd'hui, c'est un enjeu de résilience, vous l'avez dit dans l'exemple de Nespresso, mais c'est aussi un enjeu de résilience au niveau de notre territoire, au niveau de notre pays ou au niveau de l'Europe. L'Europe est un des continents les moins résilients en termes de ressources naturelles. On parlait des métaux rares, etc., du monde entier. Donc c'est un vrai impact. Et donc la première des choses à faire, déjà, c'est vrai pour une entreprise comme Nespresso qui s'est posé la question et qui s'est dit on va avoir moins de café, comment on va faire? C'est la même chose à faire pour nous, Français et Européens, de se dire il faut qu'on crée un observatoire des matières premières critiques. Il y en a qui ont été créées, il y a l'OFREMI qui a été créé pour les matières minières, c'est très bien. Mais il y en a plein d'autres, des matières premières critiques qui sous-tendent aujourd'hui notre activité et notre façon de vivre. On prend souvent l'exemple du sable. On va revenir à, par exemple, on parle de la consigne du verre, c'est formidable, mais pour faire du verre, il faut du sable. Pour faire des produits électroniques, il faut du sable. Pour faire des bâtiments, il faut du sable. Le sable est une des ressources les plus critiques dans le monde aujourd'hui. On n'a pas l'impression quand on va à la plage, mais c'est le cas. C'est pas le même sable. et donc, déjà, il faut se dire, OK, quels sont les produits et les matières critiques sur lesquelles on veut travailler et sur lesquelles on veut être sûr de nous. Et derrière, on peut en définir des objectifs. Un PIB par tonne de matière utilisée quand c'est une matière critique. Un CA par tonne de matière utilisée quand on est dans une entreprise. Et là, on peut piloter des améliorations. On améliore que ce qu'on mesure, on l'a tous dit. C'est l'intensité d'usage qui devient importante. Et après, forcément, ça rentre dans les intentions stratégiques. Alors, d'un point de vue territorial, c'est les SRADET, c'est ces choses-là. D'un point de vue d'une entreprise, c'est effectivement les objectifs stratégiques d'une entreprise. Si vous avez entendu la conférence de Pierre-Emmanuel de Saint-Esprit de Manutan, il le dit bien, c'est une vraie intention stratégique. C'est dans leurs objectifs annuels de toutes les BU, pas juste
de la direction de la circularité, de toutes les BU, parce que ce sont bien les vendeurs qui vendent les produits reconditionnés, etc. Donc voilà. Et après, on peut revenir dans qu'est-ce qu'on va réellement transformer dans la façon de faire. Évidemment, si on se pose d'un point de vue réglementaire, on va pouvoir commencer à penser à des fiscalités. Vous l'avez évoqué, à la TVA circulaire, pour avoir une TVA moins chère sur des objets qui sont réutilisés, etc., etc. Mais ça ne doit venir qu'après. Ça ne doit vraiment venir qu'après, c'est de poser la question de comment stratégiquement j'adresse le sujet. Et surtout, une fois que je me suis décidé, comment j'orchestre. On prend l'exemple de la consigne du verre. L'ADEME dit il ne faut pas déplacer une bouteille de verre plus de 200 km, sinon l'intérêt de la consigne est perdu. OK. Faut aussi savoir qu'aujourd'hui, les bouteilles, il y en a plein de différentes. Bon, vous savez tous, même si vous buvez du vin, vous savez reconnaître d'où vient le vin juste à la tête de la bouteille. Donc, elles sont toutes différentes. Si on veut faire de la consigne, il faut qu'on réduise le nombre de types de bouteilles différentes. Et il faut aussi qu'elles soient un peu plus solides. Parce que pour faire des trucs un peu sexy, on a fait des bouteilles de plus en plus légères. Ce n'est pas le cas de toutes, mais il y en a certaines qui sont légères. Et donc, ça veut dire reproduire tout un tas de bouteilles, donc avoir du sable, et avoir des capacités. On revient au sujet du papier recyclé. Il faut que d'un point de vue organisation territoriale, on se dise, est-ce que j'ai assez de capacité pour produire toutes les bouteilles qu'il va falloir pour remplacer les 16 milliards de bouteilles unitaires bues par an, qui ne sont pas toutes en verre, il y en a plein en plastique. Et combien de temps ça met de créer une usine de verrerie ? 10 ans, c'est plusieurs milliards d'investissements. Les fours, etc. Personne n'en veut aujourd'hui parce que ça pollue. Il y a tous ces sujets-là qui sont très compliqués. Et même une fois qu'on a réussi à faire le stock de bouteilles qui va tourner, il faut pouvoir se poser la question d'un point de vue territorial. Tous les combien je dois avoir un collecteur, laveur, etc. Et puis mettre en place tous les points de collecte. Il y avait, avec Manutan, il y avait Bout à Bout, je ne sais pas s'ils sont là, mais qui expliquait effectivement tous les efforts qu'ils doivent faire pour que ça devienne naturel pour le consommateur de venir reposer sa bouteille et qu'il ait peut-être une gratification, quelque chose pour que ça reste dans le système et qu'on n'ait pas sans arrêt à utiliser du sable pour recréer des bouteilles et qu'on les collecte le plus possible. Donc d'un point de vue, si vous voulez, tant politique que d'une organisation, il y a besoin de tous ces échelons-là et de ce questionnement-là. Et en plus, deuxième effet qui se coule, parce que déjà tout ce que je viens de vous décrire, vous devez vous dire c'est un peu compliqué tout ça. Disons qu'on se dit qu'effectivement, c'est pas mal de lire le plaidoyer parce que ça tient pas en. c'est pas simple. En tout cas, il n'y a pas de formule magique au développement de l'économie circulaire. C'est ça. Et le deuxième effet qui se coule, c'est que dans l'économie circulaire, ça change tout le temps. La dispo de la matière première est jamais la même. Ou le coût de la matière première est jamais le même. Et donc, on est sans arrêt en train de se réinventer, de réinventer des nouveaux circuits, des nouveaux sourcings pour pouvoir maintenir son activité. Donc c'est une philosophie de l'adaptation constante, c'est une philosophie et c'est pour ça que c'est une philosophie du partenariat. Vous l'avez bien décrit, vous avez besoin d'un écosystème. On peut pas, une entreprise ne peut pas porter tout le savoir-faire d'une filière, c'est impossible. Et donc on a besoin de créer une coopération à la fois technique de savoir-faire et territoriale de positionnement pour pouvoir fonctionner. Donc c'est vraiment... et que chacun s'adapte pour que tout le monde trouve son équilibre. C'est vraiment quelque chose de nouveau, ça aussi. C'est vrai que Xavier Pierre, un exemple avec vous, effectivement, vous disiez que vous massifiez donc, les gisements de matière à recycler sur vos centres de stockage. Du coup, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous ne travaillez plus avec les acteurs de traitement de déchets habituels. On ne va pas les citer, mais je pense que tout le monde les aura reconnus. Vous travaillez directement avec des fabricants pour réinjecter la matière dans la boucle ? Ça veut dire vraiment changement de paradigme, changement d'interlocuteur, changement de modèle économique. Alors, par exemple, c'est ce qu'on fait effectivement sur le carton. On ne passe pas du tout par des prestataires tiers. On travaille directement avec les papeteries et parfois c'est ou qui assurent le transport ou parfois même nous-mêmes qui assurons le transport avec nos propres véhicules. Donc dès lors qu'on peut effectivement se passer d'intermédiaires, entre guillemets, on privilégie effectivement de travailler directement avec les entreprises à la source pour revaloriser les matières. Donc pour le carton, pour le pain aussi, vous le disiez, pour la fabrication de produits à vocation animale, j'imagine ? Exactement, avec le pain, on travaille directement avec l'usine qui transforme la matière en farine animale.
Donc on voit effectivement à quel point l'économie circulaire change les modèles économiques, les accords entre les différentes parties prenantes. Moi, il y a quelque chose sur lequel je voulais revenir avec vous, Alexandre, c'est la question de la manière dont ça prend finalement cette économie circulaire au sein notamment des filières agroalimentaires. Vous disiez Pur, ça a été créé en 2014. Aujourd'hui, quelle observation vous pouvez faire de l'augmentation de votre marché quelque part? Est-ce que l'écoute des acteurs industriels et notamment agro-industriels, est-ce qu'elle est plus là qu'elle ne l'était avant? Et en gros, est-ce que ça prend? Puisque l'objectif, on le disait avec Anaïs, c'est effectivement de faire en sorte que ça prenne davantage. Oui, alors effectivement, Pur a été créé en 2008. 2014, c'est la date du démarrage de notre partenariat avec Nespresso. D'accord, pardon. Donc ça fait une quinzaine d'années effectivement qu'on existe. Je pense qu'il y a vraiment une date pivot qui sont en fait qui est les accords de Paris, puisqu'ils ont quand même mis un cadre réglementaire et lisible, très lisible pour les entreprises, qui nous permet aujourd'hui de vraiment nous appuyer sur des directives, sur des certifications. Il y a énormément de choses qui ont émané des accords de Paris, notamment les directives en matière de réduction d'émissions de carbone, les SBTI, qui sont fondées sur la nature. Et donc aujourd'hui, on voit qu'effectivement là-dessus, ça prend. Les SBTI, aujourd'hui, il y a 2000 entreprises à travers le monde qui ont adhéré. Ça représente quasiment un tiers de la capitalisation boursière mondiale. Donc ça, pour nous, ça a vraiment été il y a eu un avant-après. Il a eu plusieurs conséquences en fait à différents niveaux, je dirais à la fois au niveau des acteurs, des interlocuteurs et des volumes de projets pour nous. Au niveau des acteurs, les sujets liés à l'agroforesterie et à l'agriculture régénérative étaient essentiellement menés par je dirais, le secteur philanthropique, les associations, beaucoup de fondations d'entreprises avant qui finançaient ces projets. Donc on était vraiment sur de la philanthropie. Aujourd'hui, on voit vraiment les grandes multinationales s'emparer de ces sujets pour les inscrire directement dans leur stratégie climat. Au niveau des interlocuteurs, on voit aussi des évolutions majeures ces dernières années, et plus précisément ces derniers mois. Avant, on était en direct avec les départements RSE. Aujourd'hui, on voit des directeurs achats venir autour de la table, voire même des directeurs financiers, ce qui nous montre qu'il y a un vrai alignement d'entreprise, un vrai alignement de stratégie en interne. Et puis, du coup, tout ça a pour conséquence d'augmenter les volumes de nos projets. Donc, lorsqu'on travaillait il y a quelques années, on était souvent sur des projets un peu vitrines ou on va dire des proof of concept. Et on atteignait 0,X% d'une filière. Aujourd'hui, il y a une véritable volonté d'aller régénérer de façon matérielle, significative, l'ensemble d'une filière. Alors avant qu'on passe le micro dans la salle, peut-être une dernière prise de parole pour vous, Xavier. Effectivement, quand on entend Alexandre, il disait il y a plus de monde qui vient autour de la table. Avant, c'était que le RSE. Maintenant, c'est aussi la direction financière, la direction achat. Est-ce que vous sentez un petit peu la même chose chez vous, chez Lidl? Est-ce que la question de l'économie circulaire, elle va au-delà, en l'occurrence pour vous, s'agissant de logistique et d'approvisionnement? Oui, elle concerne tous les acteurs, tous les strates de l'entreprise. Nous, effectivement, on parlait tout à l'heure de la machine à coudre qu'on ne loue pas, etc. Mais bon, les volumes de non alimentaires chez nous, ça représente moins de 10%. Donc fatalement, on se concentre quand même beaucoup plus au niveau des collègues du service achat sur les filières d'approvisionnement pour les fruits et légumes et tous les produits alimentaires, qui représentent plus de 90% des volumes qui sont passés dans nos supermarchés. Même si, effectivement, on travaille sur la produit non alimentaire, pour l'instant sur la durabilité des produits, et que peut-être effectivement se posera dans le futur la question d'un autre modèle sur ces produits. Et après, effectivement, tout le monde est impliqué, soit au niveau du service achat, comme je disais, pour faciliter les circuits courts d'approvisionnement, le travail sur la diminution des suremballages qui pouvaient parfois exister sur certains produits, de pouvoir aussi réinjecter, comme je disais tout à l'heure, le carton qu'on a collecté chez nous, de pouvoir le remettre dans le circuit pour refabriquer de nouveau des emballages carton pour les produits et qui continueront à être dans cette boucle. Et là, on développe aussi sur
une direction régionale parce que l'usine était à proximité, à la partie consigne, pour toutes les bouteilles plastiques. Effectivement, l'usine est à moins de 60 km de notre plateforme logistique, donc ce qui permet d'avoir cette proximité et de pouvoir leur amener la matière qui après est réutilisée pour faire nos bouteilles d'eau qui seront après vendues effectivement dans nos supermarchés. Et là, on est en train de réfléchir et de travailler sur la partie réemploi qu'on évoquait précédemment sur les bouteilles de verre, les bocaux et autres. Alors, comme je vous l'ai indiqué, je vous propose qu'on fasse passer un micro dans la salle pour prendre vos questions. Alors, n'hésitez pas à lever la main et à vous présenter. Donc, déjà 2 questions ici. Bonjour, Antonin Caillé. Madame, on prend votre question juste après. Je me demandais, pour passer à une économie de la fonctionnalité, comment est-ce qu'on finance quand une entreprise fait plusieurs centaines de millions, voire milliards de chiffres d'affaires? Comment est-ce qu'on arrive à financer en fait, la non-vente des produits, peut-être étalé sur une dizaine d'années, mais ça fait quand même un sacré montant à trouver par les dirigeants d'entreprise. Question de l'investissement, donc on évoquait tout à l'heure. Comme je l'ai dit, c'est un investissement qui doit être fait. Donc il peut y avoir pour le coup des subventions. Je pense qu'il y a des dispositifs qui ont été mis en place de ce point de vue-là. Mais c'est un investissement, comme tous les sujets de durabilité, que l'entreprise doit choisir de faire, soit dans la perspective de répondre à des réglementations parce qu'elle sait qu'elle ne va pas y couper, soit parce qu'elle perçoit que ses parties prenantes, et en premier lieu ses clients, attendent ce changement. Donc, pour le coup, j'ai envie de dire, c'est un peu la vie des entreprises et la vie des bêtes que de devoir investir pour s'assurer, entre guillemets, une pérennité. Si je peux rajouter à ce que dit Thomas, qui est tout à fait juste, c'est sûr que c'est une bascule qui est difficile et que les entreprises iront à fond, soit par la conviction du dirigeant, il n'y a pas d'alternative possible, hein. Soit le dirigeant ou la dirigeante sont profondément convaincus et y vont, soit obligés par la gestion des risques. L'économie de la fonctionnalité, c'est quand même du revenu constant, à la différence de je vends un produit que je ne revois jamais. L'exemple de ex-Néopost, je ne me souviens jamais de leur nouveau nom. Quadient. Merci, Quadient. Il faut dire qu'il n'est pas évident. Néopost était assez clair. Ils apprécieront. Excusez-nous. C'est quand même qu'ils ont justement une tarification à l'affranchissement. Et ce qui est difficile, c'est la transition. En fait, quand vous êtes full économie de la fonctionnalité, il n'y a plus de problème. Vous-même, vous avez une box chez vous. Vous avez une box SFR, ou Free, ou Orange, n'importe laquelle. C'est de l'économie de la fonctionnalité. Vous payez une petite redevance tous les mois, et c'est bien eux qui sont les propriétaires. Et en fait, ils travaillent en réseau, pour le coup, pour que les gens collectent. Vous renvoyez à un endroit où il y a marqué Free ou Bouygues Télécom, mais ça arrive chez des spécialistes qui retraitent, qui massifient et qui remettent dans le circuit. Donc, ça fait beaucoup d'argent, et ça ne se fera pas sans contrainte ou sans conviction. Mais ça se fait parce que si on arrive à trouver un modèle économique qui ne marchera pas pour tout le monde, hein, viable économiquement sur le revenu qui est généré régulièrement versus la vente one shot, eh ben là, la transition se fera pour ces entreprises-là, et pour les autres, ce sera plus dur. Oui, alors je précise juste que le chef d'entreprise que je suis comprend tout à fait la notion du risque. Effectivement, le risque fait partie de l'entreprise, et c'est un risque à prendre forcément d'investir pour changer de modèle, comme d'ailleurs les petites décisions qu'on prend au quotidien. Madame, effectivement, qui avait également une autre question. Bonjour, Juliette Guillemin, directrice RSE chez Le Galet. On est donc distributeur en B2B sur des produits de quincaillerie, entre autres. J'ai une question par rapport à la reverse logistique, ce qui est un sujet sur lequel je voudrais travailler. Nous, on n'a pas nos propres camions, donc on travaille avec des prestataires. J'ai cru comprendre de Monsieur Pierre que vous aviez vos propres camions. Est-ce que vous pensez, alors je me trompe peut-être, hein, mais est-ce que vous pensez que c'est possible de mettre en place une reverse logistique quand on travaille avec plusieurs transporteurs? Merci. Bonne question. Alors nous, on n'est pas transporteur, donc on a aujourd'hui, sur nos 600 véhicules qui travaillent chez nous tous les jours, on a 17 véhicules qui nous appartiennent.
C'est des anciens véhicules de l'ancienne époque où, effectivement, quand Lidl est arrivé, on avait nos propres conducteurs. Donc, c'est des salariés qui sont encore présents dans l'entreprise et donc on continue, bien évidemment, à les faire travailler. Donc, on a encore 17 véhicules. Donc, on travaille avec que des transporteurs, donc que des prestataires. Donc, c'est sous un système de mise à disposition de véhicules avec conducteurs. Donc, la reverse se fait très bien avec des prestataires. Alors, nous, c'est vrai que le véhicule travaille exclusivement chez nous du 1er janvier au 31 décembre et est utilisé toute la journée pour approvisionner nos supermarchés, dans le but aussi d'optimiser nos coûts de transport et de limiter les kilomètres effectués pour livrer nos supermarchés. Mais c'est aussi un bon exemple c'est là que vous avez besoin de partenariat. On a des clients, on a des partenaires qui, eux, font de la reverse logistique en n'ayant aucun véhicule en propre, en ayant X transporteurs différents selon les territoires. Mais en fait, le secret pour eux, c'est de mutualiser avec d'autres acteurs du territoire. C'est que justement, contrairement à Lidl, ils n'ont pas du tout les volumes ni la capacité à avoir des camions qui ne travaillent que pour eux. Et donc, ils ont trouvé d'autres acteurs sur leur territoire pour massifier leur boucle de retour. C'est comme ça qu'il faut travailler, d'où le fait que je dis, le circulaire, il fait quand même un changement de paradigme qui peut aller loin dans les cultures parfois. Merci à vous pour ces éléments de réponse à madame. Il est 15h15, c'est l'heure à laquelle nous devons rendre la salle. Alors Anaïs, ne lâchez pas votre micro, peut-être nous dire où est-ce qu'on peut trouver le plaidoyer ? Alors le plaidoyer, vous le trouvez sur le site de Sitwell et sur le site de l'INEC. Il y a aussi un autre mot quand même. Au-delà du plaidoyer, le plaidoyer est un premier travail, mais on a vraiment la volonté justement de créer ces coopérations entre des acteurs des territoires, des acteurs industriels ou distributeurs, des académiques pour aller créer des solutions. On lance une coalition de la supply chain circulaire. Et on vous invite tous à venir nous voir pour en parler, à venir voir l'INEC et l'Association française de supply chain, l'ex-ASLOG, France Supply Chain, pardon, parce que c'est avec eux qu'on va travailler tout ça et qu'on a besoin de tous pour y arriver. Eh bien, merci à vous pour ce dernier mot. Merci à vous d'avoir participé à cette table ronde. Merci et David. vous également de nous avoir écoutés en espérant qu'on a répondu à pas mal des questions que vous vous posiez. Merci à tous. David.